Bonjour à tous. Donc, l'Homo Group Research Expedition, voilà la signification de l'ogre. Voilà. Donc, je voudrais aujourd'hui vous parler, pour le coup, d'Afrique orientale. Et donc, on va sauter à peu près 2500 km plus à l'est et aller aux racines des recherches paléoanthropologiques dans cette région d'Afrique orientale. Alors voici le continent africain, l'Éthiopie. Voici une image qui serait vue d'un satellite avec la capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, qui est sur les hauts plateaux qui sont en vert. Le triangle Afar, la dépression de l'Afar, où a été trouvée Lucie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du bassin du Turkana. Alors, voici ce bassin, avec le lac Turkana au centre. Et vous pouvez voir ici la rivière Omo. Il y a énormément de formations fossilifères dans cette région. Vous les avez ici en bleu. Elles couvrent un territoire très très grand. Donc, voici le nom de celles qui sont situées pour l'essentiel dans la partie kenyane. Je ne vais pas toutes les détailler ici. On va insister aujourd'hui sur la basse vallée de l'Omo, qui, elle, est en Éthiopie, la frontière étant à peu près par là. Alors, la basse vallée de l'Omo fait partie des toutes premières régions où on a découvert des fossiles du Pléistocène en Afrique. Et là, ça remonte même au tout début du XXe siècle, en 1902, à l'occasion d'une mission d'exploration, l'exploration consistant notamment à exécuter un maximum d'éléphants et d'autres gros animaux par Robert Dubourg de Bozas, qui était un jeune explorateur à l'époque et qui avait décidé tout d'abord de partir de la Tanzanie, de la côte tanzanienne, pour rejoindre l'embouchure du Congo sur la côte atlantique. Mais finalement, parce qu'il y avait des petits problèmes avec les populations locales ici, il s'est rabattu sur Djibouti et donc a décidé de traverser ce qui était à l'époque l'Abyssinie pour rejoindre le Congo. Et à l'occasion de cette traversée de l'Abyssinie, quand il est passé un petit peu au nord du lac Turkana, il s'est arrêté, lui et sa mission, dans la basse vallée de l'Omo, où il a rencontré les populations locales. Il s'est arrêté sans doute un petit peu trop longtemps, parce qu'il a vraisemblablement contracté le palu à cet endroit, et malheureusement, il n'a pas pu voir la fin de la mission, puisqu'il est mort sur les rives du Congo quelques mois plus tard. Donc voici la caravane de Bourg de Bozas, qui était composée de chameaux, de dromadaires, et d'ânes et d'un grand nombre de porteurs. Et dans son équipe, il y avait un médecin, Émile Brumpt, qui, à défaut de sauver son ami quelques mois après, a découvert des fossiles dans la basse vallée de l'Omo et les a envoyés au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Alors, ces fossiles ont attiré l'attention de différents paléontologues au début du XXe siècle, mais en particulier de quelqu'un de très important dont Brigitte Senu vous a parlé ce matin, qui est Camille Arambourg, qui, à partir de 1932, a monté une expédition, alors une très longue expédition qui est partie du Kenya pour aller rejoindre les rives de la rivière Omo en 1933. Donc voici Camille Arambourg près de l'Omo. Voici le camp qu'il a installé en 1933. Et là-bas, il a passé quelques mois où il a collecté beaucoup de fossiles, qu'il a ramenés également à Paris et qui a conduit Camille Arambourg à décrire de nombreuses nouvelles espèces. Alors, par exemple, ici, une antilope qu'il a appelée Ménélikia, en l'honneur de l'empereur d'Éthiopie, Ménélik. Et donc ce travail, qui a été fondateur, a donné envie à d'autres paléontologues, bien plus tard, de retourner sur les rives de l'Omo. Et c'est ainsi que s'est constituée la mission internationale, l'expédition internationale de recherche de l'Omo,
qui a démarré en 1967 et qui s'est conclu en 1976. Et donc nous avons la chance d'avoir un des fondateurs de cette mission avec nous, c'est le professeur Coppens. Donc il a dirigé cette mission, alors qui était internationale, donc plusieurs équipes de plusieurs pays différents. Pour les États-Unis, le professeur Clark Howell. Donc pour la France, Yves Coppens avec Camille Arambourg, qui malheureusement a commencé cette mission internationale, mais est décédé en cours de route. Et puis au tout début, Richard Leakey, qui était là à la place de son père, puisqu'il me semble que c'était Louis Leakey qui devait participer, mais étant fatigué, Richard l'a remplacé. Il a travaillé une année seulement sur les rives de l'Omo, et puis il s'est rendu compte qu'il y avait plein de gisements aussi du côté kényan sur les rives du lac Turkana, donc il a préféré par la suite travailler au Kenya. Alors il y a eu énormément de découvertes très importantes. Vous avez ici par exemple Paranthropus ethiopicus, dont l'holotype a été découvert par la partie française de la mission, et dont vous pourrez voir le moulage dans les vitrines qui sont à l'extérieur, dans le hall. Bon, je vais passer sur les différentes découvertes. Il n'y a pas que des hominidés, il y en a beaucoup, mais il y a également de la faune, avec une époque bénie à laquelle on pouvait publier des découvertes de faune dans des revues comme Nature. Ça, c'est du camélidé. Bon, mais maintenant, ça devient très compliqué. Il y a eu également des découvertes très importantes en termes de préhistoire, puisque dans les années, à la fin des années 60, tout début des années 70, la vallée de l'Omo a livré ce qui était à l'époque les plus anciens restes d'industrie lithique. Mais j'y reviendrai. Il y a eu un travail absolument colossal qui a été également effectué par cette International Omo Research Expedition, qui était un travail de cartographie des couches géologiques de la rivière, des bords de la rivière Omo. Alors, pour mentionner un des résultats saillants obtenus dans les années 60-70, on a là un spectre pollinique très partiel, parce que les pollens ne se conservent pas forcément très bien, mais qui montre de manière intéressante une transition en quelque chose entre une période relativement humide, avec une végétation de milieu relativement humide, relativement couverte et fermée, et une végétation beaucoup plus ouverte, autour de 2,5 millions. En parallèle, eh bien, les premières industries connues à l'époque étaient juste après cette transition, et il y avait également des restes très anciens, peut-être attribuables à Homo, peut-être même Homo habilis, et donc ça a conduit le professeur Coppens à proposer une hypothèse extrêmement importante, qui est l'Homo event, qui est en gros la corrélation entre un changement climatique important, une aridification, et l'apparition des premiers représentants du genre Homo, avec un cerveau plus gros et des capacités de fabrication d'outils beaucoup plus développées. Alors, je vous ai parlé de l'historique, maintenant je vais détailler un petit peu les sites de cette basse vallée de l'Omo. Alors, vous avez ici la rivière qui fait de nombreux méandres, voilà l'image satellite. Alors, il y a différentes formations le long de cette rivière, mais je vais me concentrer sur une, je vais vous présenter les autres rapidement. La formation de Kibiche, qui est relativement récente et qui a livré parmi les plus anciens restes d'Homo sapiens, datés d'environ 200 000 ans. La formation de Murcie, qui est la plus ancienne, qui est un petit peu plus ancienne que 4 millions d'années. La formation d'Ousno, qui est entre 4 millions d'années et 3,2 millions d'années. Et puis surtout, la formation de Chungura, celle sur laquelle je vais m'appesantir, qui présente un registre très complet entre environ 3,6 millions d'années et environ 1 million d'années. Alors voici la colonne stratigraphique de la formation de Chungura, donc qui a été divisée en différents membres, séparés par des couches de cendres volcaniques qui sont des couches importantes parce que très continues, qui ont pu être datées pour un certain nombre d'entre elles. Il y a aussi des couches intermédiaires qui ont été datées.
Et voilà, ces différents membres, on leur a attribué une lettre. C'est le travail des géologues de l'IORE, notamment Jean de Hinzelin. Voilà à quoi ça correspond exactement sur le terrain. Vous avez ici des niveaux de cendres, ici, et entre les deux, vous avez un membre. Alors là, par exemple, c'est la synérite E, et là, vous avez le membre E. Donc là, vous avez le membre D, et là, vous êtes quelque part sur la synérite D, et en dessous, il y a le membre C, etc. Donc cette séquence, elle est quasiment continue sur presque 800 mètres d'épaisseur. Les dates, je vous les ai données. En termes de registre, les travaux de l'IORE ont conduit à découvrir près de 50 000 restes de fossiles de vertébrés en simplement 9 ans, à peu près 250 restes d'humains fossiles, et puis les sites qui étaient à l'époque datés à 2,3 millions d'années, parmi les plus anciens au monde à l'époque. Au passage, ces sites-là ont conduit l'UNESCO à classer la basse vallée de l'Omo au titre du patrimoine mondial de l'humanité. Je voudrais revenir sur le contexte général de l'évolution humaine pour cette période de temps, entre 3,5 millions d'années et 1 million d'années, mais je vais reprendre depuis le début. Donc on a vu ce matin les premiers représentants de l'humanité, Sahelanthropus, Aurorine, Ardipithecus, qui forment peut-être un grade évolutif cohérent. Puis on a des australopithèques à partir de 4 millions d'années, avec l'apparition de formes robustes, alors un petit peu plus anciennement que ça. Lucie est à 3,2. Les premiers représentants du genre Homo sont peut-être connus autour de 2,8 millions d'années. De manière certaine, les formes les mieux décrites pour les plus anciens représentants du genre Homo ont à peu près 1,9-2 millions d'années. Homo sapiens, ça arrive entre 300 et 200 000 ans. J'ai rajouté à cela le registre archéologique, les productions culturelles des humains. Alors, les plus anciennes à l'heure actuelle, mais je pense que Hélène en parlera tout à l'heure, elles sont connues dans le bassin du Turkana au Kenya autour de 3,3 millions d'années. C'est ce qu'on appelle le Lomekwiyen. Puis après, on a l'Oldowayen, connu à partir de 2,6 millions d'années, notamment en Éthiopie. L'Acheléen, qui est connu entre le sud de l'Éthiopie et le bassin du Turkana autour de 1,8-1,7 millions d'années. Et puis d'autres cultures plus tardives. Simplement, pour replacer la formation de Chongora, vous voyez qu'elle couvre une période qui est extrêmement importante pour l'apparition de ces industries lithiques et pour la transition entre les australopithèques comme Lucie et puis les premiers représentants du genre Homo et les australopithèques robustes. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que malgré cette abondance de points ici, en fait, c'est une période qui est assez mal connue dans le registre fossile, puisque pour les périodes qui sont indiquées en grisé, ici, entre 3 millions et 2 millions d'années, et entre 1,4 et 1 million d'années, il y a finalement très peu de sites avec des registres fossiles assez connus. Donc la formation de Chongora, elle est très importante de ce point de vue-là. Alors on peut se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui fait qu'autour de 2,5, entre 3 et 2 millions d'années, il y a tout un tas de changements? Alors on a proposé le climat global comme étant un mécanisme, un moteur extrêmement important de l'évolution des humains à cette époque, et les climatologues, les paléoclimatologues ont mis en avant des phases, des transitions climatiques qui coïncideraient notamment avec l'évolution des australopithèques en deux branches, d'un côté les formes robustes et de l'autre le genre Homo. Il y a d'autres facteurs qui ont pu entrer en jeu. Par exemple, la tectonique. On est en Afrique orientale dans le Rift. Il y a une hypothèse très célèbre, Issa History, qui a indiqué que le Rift avait pu jouer un rôle très important. De fait, quand on fait des reconstitutions paléotopographiques et paléoclimatiques, on peut s'apercevoir que si on a une absence de rift, eh bien on a un couvert végétal qui est beaucoup plus dense en Afrique orientale
que ce qu'on observe à l'heure actuelle. Donc le rift a eu vraiment une importance en termes de distribution de la végétation et donc potentiellement pour nos ancêtres. Il y a une autre catégorie d'hypothèses qui s'appesantit plutôt sur les facteurs intrinsèques à nos ancêtres. Alors, il y en a un certain nombre. Autour de la découverte d'Ardipithecus, il y a une hypothèse qui a été proposée par Owen Lovejoy qui indiquerait que la bipédie serait peut-être apparue dans un contexte d'échange entre mâles et femelles au sein de l'espèce précurseur, un échange assez clair intitulé Food for Sex par les collègues anglo-saxons, nourriture contre sexe, qui aurait permis de créer des liens privilégiés entre mâles et femelles. Et pour pouvoir amener cette nourriture aux femelles, les mâles auraient dû présenter des adaptations à des locomotions performantes pour ramener de grandes quantités de nourriture, et donc lié à la bipédie, ça pourrait aussi expliquer la petite canine. Bon, je n'ai pas le temps malheureusement de détailler, mais ce sont des hypothèses intéressantes. Donc au final, on a des choses liées au climat, on a des hypothèses qui indiquent un rôle de la tectonique, des changements de paysage, et puis on a des hypothèses qui sont liées finalement à ce qui est de l'ordre des interactions biotiques. Alors c'est un petit peu dans l'idée de tester ces différentes hypothèses que j'ai monté il y a un peu plus d'une dizaine d'années l'Homo Group Research Expedition, en français la mission paléoanthropologique dans l'Homo, sur la formation de Chungura. Alors, avec un partenariat qui implique notre laboratoire à Poitiers, qui s'intitule Palévoprime. Et je voudrais vous dire quelques mots rapides sur ce laboratoire. Donc Palévoprime, il a changé de nom il n'y a pas très longtemps. Avant, il s'intitulait IFEP. Aujourd'hui, c'est le laboratoire Paléontologie Évolution, Paléoécosystème et Paléoprimatologie. Alors, c'est un petit laboratoire, hein, parce qu'on est une trentaine de personnes. Je passe rapidement. On est une trentaine de personnes à Poitiers, mais qui travaillent dans le monde entier. Alors, voici les différents pays où on a mené des missions au cours du temps, depuis des décennies. À l'heure actuelle, il y a des missions très actives. Au Tchad, vous en avez entendu parler. En Éthiopie, je vous en parle en ce moment. Au Kenya, au Maroc, en Asie du Sud, alors dans les Balkans, en Grèce notamment, mais également en Roumanie, en Asie du Sud-Est, comme en Birmanie, en Thaïlande, au Vietnam. La thématique principale de notre laboratoire, c'est l'histoire évolutive des primates, d'une manière générale, depuis les plus primitifs d'entre eux jusqu'à nous. Alors, pas qu'il y ait une gradation évolutive ou une qualité qui place cela sur un pan très primitif. Ils ont évolué tout aussi bien que nous. Je ne voudrais pas introduire de notions de ce type-là. Simplement, nous les considérons tous comme des primates, et donc nous travaillons sur toutes les branches du groupe des primates, avec des fossiles trouvés sur chacune de ces branches. Par exemple, ici en Thaïlande, avec des tarsiers, mais je pense que vous en avez entendu parler ce matin. En Grèce, des fossiles liés à des cercopithècidés, plutôt des babouins. En Thaïlande, à nouveau, des ancêtres des orang-outans. Et au Tchad, des ancêtres directs d'Homo sapiens. Alors non seulement nous travaillons sur ce registre fossile des primates, mais nous travaillons aussi également sur la compréhension des mécanismes de l'évolution de ces primates. Alors il y a plusieurs types de mécanismes. Il y a des mécanismes liés aux environnements dans un sens général, qui impactent la végétation, donc le climat, la tectonique, qui impactent la végétation, qui elle-même impactent les faunes, mais en fait, les faunes, à leur tour, impactent la végétation, qui peut également influer sur le climat. Et en fait, ce qu'on essaye de comprendre réellement, c'est toutes les interrelations entre ces différents paramètres et entre les éléments de la faune entre eux. Voilà pour le laboratoire Palévoprime. Alors, je vais passer beaucoup plus vite sur les autres partenaires. On a le Centre français des études éthiopiennes à Addis Abeba et l'Authority for Research and Conservation of the Cultural Heritage à Addis Abeba,
qui est une émanation du ministère de la Culture et du Tourisme en Éthiopie. Alors notre mission, elle a aussi des partenaires financiers. Je ne vais pas tous les détailler, mais simplement pour vous expliquer que c'est compliqué de trouver des financements, donc on diversifie. Nous faisons du terrain depuis 2006, avec une équipe souvent nombreuse sur le terrain, dans la basse vallée de l'Omo, avec de nombreux collègues qui viennent de plein d'institutions, pas seulement françaises, mais également allemandes, italiennes, éthiopiennes, américaines. Et nous travaillons donc sur cette séquence de Chungura. Alors, je vous ai déjà montré des images de ce type-là. Nous travaillons sur les paléo-environnements, alors en essayant de reconstituer les dynamiques sédimentaires, la géologie, mais en regardant aussi la paléovégétation. Ça, c'est un phytolithe, un petit précipité de silice qu'on trouve dans les plantes, qui peuvent les caractériser. On s'intéresse évidemment aux organismes, aux vertébrés. Vous avez les hominidés. Voici les différents spécimens de la distribution stratigraphique des différents spécimens d'hominidés découverts par notre équipe depuis 2006 sur la formation de Chungura. On s'intéresse également au comportement et à l'étude des outils lithiques qu'on trouve dans cette formation. Et donc l'idée pour nous, c'est d'essayer de faire la synthèse de l'ensemble de ces paramètres, à la fois dans le temps et dans l'espace, à l'échelle de la formation de Chungura, parce qu'elle représente quand même 60 km en nord-sud, avec une position qui va du plus près du lac au plus éloigné, donc potentiellement un enregistrement contemporain de différents environnements. Donc c'est intéressant de voir comment les choses se distribuent là-dedans. Et donc on a une base de données qui doit nous servir à faire une analyse par le biais d'un système d'information géographique, donc qui permet d'établir des observations entre tous ces différents paramètres dans l'espace, mais également dans le temps. Alors, aller sur la formation de Chungura, ce n'est pas toujours très simple. Alors aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus depuis 2-3 ans, parce que pendant des années, on nous a dit « mais bientôt, il y aura un pont ». Il a été installé en 2011, et la même année, il s'est cassé la figure, heureusement avant qu'on l'emprunte. Sinon, il fallait passer par des zones qui étaient très compliquées, avec plein d'acrobaties, et quand vous aimez bien votre petit confort casanier, c'est toujours un peu compliqué. Mais il n'y a pas beaucoup de fossiles de préhumains dans le Poitou, malheureusement, donc c'est comme ça. Voici les paysages de la formation de Chungura. Une fois qu'on est arrivé et qu'on a affronté toutes les rigueurs du voyage, c'est extrêmement agréable et beau. Donc on développe un travail de terrain qui se sert tout d'abord d'imagerie satellitaire et qui attache une importance très grande à la découverte de fossiles avec les informations contextuelles qui s'y rattachent. Donc chaque fossile n'est pas prélevé par les personnes qui le trouvent directement, mais est prélevé par une équipe qui est dédiée au prélèvement, qui enregistre un maximum de données sur la position stratigraphique, la position dans l'espace, ce qui se passe autour en termes de sédiments, etc., etc. Et on fait ça de manière homogène à l'échelle de l'ensemble de la formation. Donc toutes ces informations sont mises dans une base de données. Je ne vais pas insister là-dessus. Ça permet de représenter les choses dans l'espace. Bon, je vous ai déjà indiqué tout ça. En ce qui concerne les industries de la formation de Chungura, alors voici des outils typiques de cette formation, en particulier là. Celui-là, finalement, c'est un des plus gros et c'est quelque chose d'assez inhabituel pour la formation de Chungura. Essentiellement, ce que vous avez, ce sont des petits éclats en quartz. Alors, ça ne paraît pas évident que ce soit des outils fabriqués par les humains, mais c'est bien le cas. Ils sont in situ dans 2 membres, simplement, de la formation, entre 2,3 et 2 millions d'années. On n'en a pas trouvé avant, malheureusement. Et pour l'instant, on n'en a pas trouvé après. Ça, c'est assez intéressant. Il y a eu un travail de fait sur la matière première, sur les ressources exploitables par les humains entre 2,3 millions d'années et 2 millions d'années pour fabriquer ces outils en quartz. Et vous avez ici une comparaison des séries taillées
vous avez les pics de quartz qui sont ultra majoritaires dans ces séries, et par contre, dans les séries naturelles qui ont pu être exploitées, le quartz n'est finalement pas le plus abondant. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de 2 millions d'années, nos ancêtres sélectionnaient avec attention la matière première qu'ils utilisaient pour faire leurs outils. Autre travail effectué sur ces séries lithiques, il y a une très très grande abondance de localités, qui sont parfois des petites localités, avec des outils lithiques, dans la formation de Chongoura. On a essayé de comprendre ce qui se passait. Est-ce que c'était réellement autant de points de vie pour les humains, autant de milieux d'occupation? En fait, non. C'est plutôt des localités qui étaient en fait peu nombreuses, mais qui ont été redistribuées par la rivière à méandres au cours des dépôts subséquents. Donc on aurait plutôt quelques grandes localités concentrées dans certains endroits qui se seraient redistribuées dans d'autres. En termes de registres paléontologiques, donc on a un grand nombre de localités, et là, pour le coup, c'est un enregistrement de ce qui s'est passé dans l'environnement. Nous avons collecté plus de 6000 fossiles, alors avec un protocole plus conservateur que ce qui a été fait dans les années 60-70, en partie parce qu'il y a déjà un enregistrement qui est extrêmement riche pour ces collections, et d'autre part parce qu'on donne la priorité à un certain nombre de groupes qui nous intéressent sur un plan scientifique. On a des hominidés, 38 spécimens, qui appartiennent à différents taxons. Il y a un certain nombre de choses non publiées. Ça, c'est sous presse. C'est une phalange associée à d'autres restes postcrâniens qui sont en cours de publication. Pour ces fossiles de vertébrés, ce qui est très intéressant, c'est de réfléchir à leur distribution à l'échelle de la formation. Quand on regarde le nombre d'individus, on a une répartition de ce type-là. On a énormément d'antilopes, on a très peu d'hominidés, bien évidemment, on a assez peu d'éléphants, pas mal de cochons, pas mal d'hippopotames, beaucoup de singes. Ça, c'est en termes de nombre de spécimens. À chaque fois que vous trouvez un os, vous l'attribuez et donc vous donnez un numéro de spécimen, et ça nous permet d'établir ce diagramme. En réalité, si on veut mieux se représenter la faune de cette époque-là, la faune qui vivait réellement dans ces milieux, peut-être c'est mieux de calculer en termes de biomasse, en rapportant à chaque spécimen le poids des différents groupes. Et donc vous pouvez voir qu'en biomasse, il y a énormément d'hippopotamidés, énormément d'éléphantidés. Ils représentaient une biomasse extrêmement conséquente qui est beaucoup plus importante, par exemple, que celle des bovidés. Les hominidés, les humains fossiles là-dedans, c'est encore moins. Donc ça pointe vers des faunes où les méga-herbivores sont extrêmement importantes, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous n'avez aucune faune avec une telle prépondérance des méga-herbivores. Et certaines espèces de méga-herbivores, notamment, ont pu avoir un rôle d'espèces clés pour ces écosystèmes. Donc elles nous intéressent beaucoup. Alors voici les différents groupes sur lesquels nous travaillons, avec tous les spécialistes qui les étudient. Alors je ne vais pas les citer et les détailler un par un. Aux côtés de ces études sur la diversité de la faune, nous avons aussi des travaux pour reconstruire leur mode de vie, et notamment leur régime alimentaire. Alors il y a plusieurs méthodes, là je ne vais pas avoir le temps de les détailler, mais qui travaillent notamment sur les dents, sur les stries d'usure des dents, sur les contenus isotopiques des dents, qui permettent à partir de ces enregistrements, de déterminer les régimes alimentaires, plutôt des herbacées, plutôt des plantes non herbacées. Alors, ces analyses, on essaye de les multiplier au niveau de la faune que nous étudions. Ça, c'est en cours, mais il y en a d'autres à venir sur l'ensemble des groupes. Aux côtés de cette étude des régimes alimentaires fossiles, on étudie aussi les dynamiques phoniques, donc en calculant les fréquences relatives des groupes, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On travaille sur la végétation en faisant des études des isotopes stables des sols, notamment, et les phytolithes, comme je vous ai montré auparavant.
Et bien évidemment, il y a des travaux de géologie extrêmement importants, notamment avec des approches de stratigraphie et de sédimentologie qui devraient nous permettre de reconstituer les paysages de dépôt de tous ces sédiments. Et enfin, on travaille aussi sur les saisonnalités et sur la composition des eaux à partir de différentes approches, notamment basées sur des isotopes ou sur la croissance de certains organismes à sang froid. Alors, je vais vous donner un exemple très général de ces études, puisque je ne peux pas tout passer en revue. Là, c'était une étude des isotopes stables du carbone contenus dans l'émail dentaire de plusieurs herbivores, alors un bovidé, un suidé, donc un cochon, et quelques hippopotames. Et vous pouvez voir que là, on a un régime alimentaire, alors en C3, pour simplifier, plutôt des plantes qui ne sont pas des herbes, qui ne sont pas des graminées, et en C4, plutôt des plantes qui seraient des graminées, ou certains autres types de plantes adaptées à des zones arides. Et donc là, vers 3 millions d'années, on a un régime alimentaire qui va passer, même vers 2,8 millions d'années, vers des plantes de plus en plus de type graminées et de type milieu aride. Donc ça traduit clairement un changement environnemental et une transition écologique des groupes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas accompagnée par un changement de la morphologie. Donc les vertébrés, nos ancêtres y compris, étaient plus plastiques que ce qu'on veut bien en dire. En termes d'écologie, avec une même morphologie, on peut faire des choses différentes. Alors on a aussi, à partir des compositions de la faune, des enregistrements très différents dans le temps. Par exemple, ici, vous avez énormément de singes autour de 2,5 millions d'années. Il y en a beaucoup moins par la suite. Et après, on a beaucoup plus de faune semi-aquatique ou de formes de milieux arides. Donc on a des moments de transition faunique, par exemple vers 2,4 millions d'années, vers 2 millions d'années. On a l'outillage lithique, qui apparaît vers 2,3 millions d'années et qui se perd à 2 millions d'années. Après, comme je vous ai dit, on n'en a plus. Et puis, on a ici, par exemple, l'extinction des paranthropes. Alors, les australopithèques robustes qu'on connaît dès 2,7 millions d'années à Chungura, ils s'éteignent définitivement vers 1,4 million d'années à Chungura. Donc ici, au final, si on enlève tous ces différents événements, le détail de ces événements, on peut avoir des flèches qui, ici, correspondent à des événements biologiques importants. Ce qui est très intéressant, et ce qui est notre objectif, c'est de comparer les occurrences de ces événements avec, par exemple, l'enregistrement du climat. Vous avez ici, entre 2,8 et 2,5 millions d'années, l'intensification des glaciations de l'hémisphère nord, c'est-à-dire la mise en place des séquences de glaciation qui ont ensuite impacté tout le Pléistocène jusqu'à il y a environ 10 000 ans. On a ici également un changement majeur dans la circulation de Walker, qui est un phénomène atmosphérique qui se répercute dans l'océan, alors dans l'océan Pacifique, mais qui a un effet général sur l'aridification de la planète. Qu'est-ce qu'on constate ? On n'a pas forcément des changements de la faune au moment où on a ces changements climatiques. On a ici un changement écologique, et ça, par contre, c'est parfaitement logique, parce que là, on peut imaginer, dans une période plus aride, d'avoir un changement de végétation, mais la faune ne change pas drastiquement. Par contre, on a ici un phénomène local, qui est la fermeture du bassin du Turkana et un haut niveau lacustre, qui pourrait expliquer le changement faunique qu'on a ici et la fin de la taille des outils lithiques dans la formation de Chungura. Donc on a, dans certains cas, des couplages entre les événements biologiques et des événements environnementaux, dans ce cas-là tectoniques, et puis dans d'autres cas, des découplages entre ces événements biologiques et puis des événements climatiques. Au final, ce qui est très important, c'est de retenir que les conditions locales ont pu avoir un rôle conséquent sur l'évolution locale des faunes. Et donc, le message peut-être qu'il faut retenir, c'est quand on vous raconte l'histoire de l'humanité à partir d'un seul site, en fait, on parle surtout de l'histoire de l'humanité dans ce site. Ce n'est pas forcément vrai pour l'histoire de l'humanité dans un autre site. Donc ce qu'on va vous raconter là pour l'Afrique orientale, peut-être que ça ne joue pas pour le Tchad ou l'Afrique du Sud.
Pour synthétiser tout cela, et je suis désolé, j'ai pris trop de temps, donc on a un enregistrement des environnements qui change tout au long du dépôt de la formation de Chungura. À la base, on a des australopithèques qui se diversifient en une série de formes robustes, des paranthropes, et dans le genre Homo. Le genre Homo poursuit sa course après 1 million d'années, les paranthropes, on l'a vu, s'éteignent. On a des outils qui apparaissent et qui disparaissent, et au final, là, on a un enregistrement merveilleux pour à la fois comprendre cette évolution et la confronter aux changements environnementaux à l'échelle locale. Donc c'est ce que j'appelle un laboratoire naturel pour étudier les interactions entre l'évolution humaine et les changements de l'environnement. Très très rapidement, notre mission est également impliquée dans des travaux de développement scientifique en Éthiopie et de diffusion des connaissances auprès du public. Donc il y a un partenariat avec les autorités locales et le ministère des Affaires étrangères français. On a fait un énorme travail d'organisation des collections. Ces collections, notamment de l'Homo, les voici avant les années 2000. Et puis, en 2000 même, elles ont été rénovées une première fois, et à partir de 2011, elles ont trouvé refuge dans un nouveau bâtiment payé par le gouvernement éthiopien et équipé notamment avec l'aide de l'ambassade de France pour accueillir toutes ces collections et permettre d'avoir des grands espaces de travail, ce qui est très important pour effectuer des recherches et des comparaisons entre les différentes collections. On a aussi travaillé sur les expositions vers le public. Donc voilà à quoi ressemblait la salle d'expo avec Lucie au milieu avant 2000. On avait fait une première tentative d'exposition permanente au Musée national d'Éthiopie à Addis Abeba. Voilà à quoi ça ressemblait. Et voilà ce qu'on a réalisé en 2014. On a ouvert une nouvelle galerie de paléontologie et de préhistoire, qui est une galerie permanente pour le Musée national. Et enfin, on a consacré beaucoup de temps à la formation, en donnant des cours sur place et en formant différents personnels, à la fois au niveau technique et au niveau master, et bientôt en thèse, les personnels éthiopiens des institutions avec lesquelles nous travaillons, que ce soit l'université ou la RCCH. Je vais passer là-dessus, je pense qu'il n'y a plus de temps. Je voudrais simplement m'arrêter là en remerciant les différents partenaires et bien évidemment le Collège de France et le professeur Coppens et le professeur Brunet pour leur invitation et leur organisation de ce colloque. Merci. Merci beaucoup. Je vous redis ce que je vous ai dit 1000 fois. Je suis extrêmement heureux que vous ayez succédé à notre expédition et je vous en félicite beaucoup. Vous faites beaucoup mieux que nous n'avions fait. Alors évidemment, on a fait ce qu'on a pu entre la Rambourg en 1932 et puis vous-même récemment. Mais c'est en plus un programme extrêmement intelligent qui vise les choses qui sont à développer de manière beaucoup plus brillante. Je vous dirai peut-être des choses tout à l'heure parce que c'est vrai que chaque site est différent, donc il peut y avoir des influences autres que celles auxquelles on pense naturellement. Ceci dit, quand on a à la fois Paranthropus et Homo en affaire à l'Homo, dans le Turkana, dans le à Olduvai, récemment à Laetoli, vous allez savoir bientôt en Afrique du Sud, ça a aussi un sens statistique, quoi. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations et je suis très fier que vous nous ayez succédé.